Ensemble ce soir sur RTI 1, sur Radio Côte d'Ivoire et sur RTI Info. La Côte d'Ivoire vient de clore une nouvelle journée décisive pour son avenir, celle du vote présidentiel. Oui, effectivement, Hamza. Bonsoir à vous et chers téléspectateurs, auditeurs et internautes connectés depuis les 4 coins du monde. Cette nuit électorale, c'est celle du verdict des urnes, du décryptage et surtout l'expression du peuple ivoirien. Alors, Marie-Laure, nous irons au cœur de la CEI, dans les QG des candidats, dans les régions et jusque dans la diaspora pour comprendre comment s'est déroulée cette journée. Et pour vous accompagner jusqu'au bout de cette soirée, 3 temps forts, le regard des observateurs sur le scrutin, le bilan de la campagne électorale avec nos différents reporters qui étaient déployés sur l'ensemble du territoire et bien sûr, le grand débat avec les représentants des 5 candidats en lice. Bienvenue donc dans la nuit électorale 2025. Et Hamza Diaby. On va partir pour la diaspora. Pourquoi pas, Hamza Diaby, commencer là-bas. Comment s'est déroulé le vote? À Paris précisément? À Paris précisément. 8 700 000 votants donc en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. On part à Paris, Marie-Laure. Oui. À plusieurs milliers de kilomètres d'Abidjan, les Ivoiriens de France ont pris part ce samedi 25 octobre au premier tour de l'élection présidentielle. En région parisienne, notamment à Bagnolet, les électeurs se sont déplacés en nombre pour choisir parmi les 5 candidats en lice. Tout se passe bien. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de bagarre. La responsabilité disciplinaire s'est bien installée. Moi, je suis venu ici. Je suis venu pour voter pour la paix, pour la cohésion, pour la solidarité. Plusieurs centaines d'Ivoiriens ont fait le déplacement pour ce scrutin sous la surveillance des agents de la CEI, Commission électorale indépendante. Ça se passe bien pour l'instant. On voit qu'il y a du monde, on voit que les gens sont motivés pour venir voter. À Paris, on a plus de 37 128 électeurs, où nous avons 2 lieux, un gymnase qui fait près de 800 mètres carrés avec 60 bureaux. Il faut dire que nous avons mobilisé les Ivoiriens, nous avons communiquer autour des Ivoiriens pour pouvoir voter. Tout se passe dans le calme. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bondaman, a salué la maturité politique et l'esprit civique de la diaspora, soulignant l'importance de sa participation dans le processus démocratique du pays. Les Ivoiriens de France sont sortis nombreux pour faire leur choix, le choix souverain du président qui doit les diriger dans les 5 prochaines années. C'est le lieu de féliciter tous nos compatriotes, de leur dire notre fierté pour être sortis nombreux et faire leur choix démocratique, le choix du président de la République. La Côte d'Ivoire, qui compte plus d'1 million de ressortissants à l'étranger, a fait de ce scrutin un véritable test de mobilisation. Alors, Marie-Laure, les votants étaient sur le terrain, mais les observateurs aussi. Et ils sont sur ce plateau avec nous. Quelques-uns d'entre nous, en tout cas, ils sont avec nous. L'ambassadeur Abdel Fattah Moussa, vous êtes commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Et oui, on a également l'Union africaine. Hein? Oui, ouais, enchanté d'être ici. C'est cela, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous avons également Mahmoud Salef Anadif, chef adjoint de la mission conjointe Union africaine-CEDEAO. Bonsoir, Monsieur Anadif. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de RTI 1. Monsieur Yapi Adam, bonsoir. Vous êtes également avec nous, directeur des programmes et études thématiques au CNDH. Merci. Bienvenue Bonsoir. sur notre plateau. Monsieur Ovi Kwame, vous êtes avec nous également. Vous êtes coordinateur national du WANEP Côte d'Ivoire. Enchanté. Merci de nous recevoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors, Marie-Laure, on va démarrer. On va démarrer effectivement, hein, comme on le disait tout à l'heure, les observateurs étaient aussi déployés sur l'ensemble du territoire et vous êtes bien représentés pour cette nuit électorale qui va durer, Hamza, près de 2 heures. 2 heures, 3 heures, on ne sait pas. On ira tant qu'on peut, jusqu'au bout de la nuit peut-être. Et on va passer une très belle nuit, hein, rassurez-vous, avec les téléspectateurs et les internautes. Également, hein, cette émission est diffusée sur RTI 1, RTI Info, Radio Côte d'Ivoire, RTI Play, nous sommes partout. Nous sommes partout. Alors, je voudrais me tourner d'abord vers l'ambassadeur Abdel Fattah, je prononce bien le mot. Hein. Oui, merci. Quelle est votre appréciation globale de ce scrutin?
Oui, très positif, l'appréciation, parce que d'abord, on doit reconnaître l'importance de ces pays, la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest et aussi l'Afrique entière. Alors, la démocratie dans ce pays, la stabilité, c'est la stabilité de la région. Voilà, il y a au moins, selon nos calculs, pas mal de moins de 8 millions de ressortissants de notre sous-région habitent en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un pays clé pour nous. Alors, mon appréciation, c'est que tout est allé, grosso modo, très bien. Pendant toute la journée, on a visité pas mal de bureaux de vote. Comme vous le savez, c'est la première fois. On collabore avec l'Union africaine dans l'observation des élections. Mais cette fois-ci, on a déployé une mission conjointe. C'est la première fois. Voilà, avec 255 observateurs dans tous les 14 districts de la Côte d'Ivoire, y compris Abidjan, Yamoussoukro. C'est cela. Est-ce que vous avez noté des irrégularités majeures? Pas du tout. Irrégularité, non. Il y avait, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des petits problèmes techniques dans quelques des bureaux de vote. L'arrivée des matériels tardivement dans quelques des bureaux de vote et aussi des agents des bureaux de vote. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle partie du pays? Oui, ici, oui, on était au plateau. Oui, le premier bureau de vote où on était, le vote n'avait commencé qu'à partir de 9h30. Voilà, c'est que c'est 1h30. Mais ça, c'est sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, au moins où nous, on a observé. Et on a observé dans à peu près 600 bureaux de vote. Et 70% à peu près ont ouvert à temps, entre 8h et 8h30. Et il faut dire que ceux qui ont ouvert après 8h ont eu à faire leurs 10 heures d'ouverture, c'est cela. Quand tu commences à 9h30, c'est que tu fermes à 19h30. C'est cela? Vous avez observé cela aussi sur l'ensemble du territoire? Non. Bon, quand on a visité quelques des bureaux à la clôture, je crois que vers 18h, il n'y avait même pas de queue. D'accord. Ça veut dire que tous les électeurs ont réussi à voter avant l'heure officielle de clôture. Ce qui était bon, et je crois que ce qui a aidé aussi, c'est que dans chaque bureau de vote, il n'y avait pas plus de 440 électeurs sur la liste. Ça veut dire que durant la journée, voilà, tout ce que vous voulez voter pouvait faire son choix. Allez-y. Si on résume, en termes d'irrégularité, c'est seulement le volet technique. Est-ce qu'on peut... Oui, au niveau... Et quelques retards. Au niveau technique ici, et je crois qu'il y avait un accident, ce qu'on peut décrire comme un peu majeur à Yamoussoukro, que nos observateurs aussi ont marqué, c'était à Lolobo. Voilà. Dans un bureau où il y avait, n'est-ce pas, les gens masqués sont entrés pour causer de la disruption des processus de bureaux de vote et ça a repris peut-être 1 heure, 2 heures après parce qu'il n'y avait pas suffisamment les agents de sécurité. Donc tout est rentré après dans l'ordre, vous voulez dire? Oui. D'accord. Il y a aussi à côté de vous un représentant de l'Union africaine, Hamza Diaby, Mama Saleh Anadif, qui va aussi nous donner son opinion sur ce qu'il a pu observer ce jour de vote sur l'ensemble du territoire.
Merci beaucoup. Moi, je suis le chef de la mission de l'Union africaine. Mais vous portez ce soir la voix de l'Union africaine, même si la CEDEAO est dans l'Union africaine. Mais et donc, non, globalement, je crois que c'est une journée qui s'est bien passée, une journée apaisée. Où, pour moi, qui était venu avec l'idée, avec tout ce qui a circulé comme quoi c'est une élection à risque, j'étais franchement impressionné et c'est l'écho qui nous est revenu de nos observateurs, à savoir partout qu'il y a eu une journée qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Et c'est le lieu aussi de reconnaître le professionnalisme des forces de défense et sécurité qui ont été vraiment à la hauteur de la tâche, qui ont anticipé. Et même pour ce qui est arrivé, ils ont pu les circonscrire et ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, contrairement aussi à ce que nous avons écouté par-ci, par-là, les fake news et ainsi de suite, nous avons vu une quai des femmes, nous avons vu des jeunes qui se sont mobilisés. C'est quand même pour nous quelque chose de notable. Et donc, globalement, on peut dire que c'est une journée apaisée que nous avons connue, avec plein de sérénité. Et c'est ça qui est demandé, en tout cas, au niveau de l'Afrique. Nous, observateurs, nous considérons tout simplement la régularité des problèmes techniques. Ça existe. Il n'y a pas une élection avec un risque zéro. Et donc, de ce point de vue, nous pouvons dire que c'est une journée, en tout cas, qui est à l'honneur de la Côte d'Ivoire et à l'honneur des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez, M. Anadif, que le dispositif de surveillance a été suffisant quand même? Je vais rappeler pour nos téléspectateurs et nos auditeurs que M. Mahamat Saleh Anadif est ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Alors, M. Anadif, c'est la chef adjoint donc de la mission de l'Union africaine. Alors dites-nous, est-ce que la surveillance, le matériel a été suffisant? Non, je ne peux pas entrer dans ces détails suffisants, non suffisants. Là où nous avons été, nous avons trouvé des gens d'abord très paisibles. Vraiment, on ne sait même pas qui est militant de tel ou tel autre. On voit des citoyens ivoiriens, qui c'est que toi, en tout cas, qui discutent de façon fraternelle. Et on a vu également des représentants des partis politiques ou des candidats beaucoup plus précisément, qui également se comportaient en ivoirien. Et pour nous, ça c'est important parce que j'ai toujours l'habitude, en discutant avec nos amis occidentaux, leur dire que les élections chez vous, c'est pour régler des problèmes et les élections chez nous, c'est pour créer des problèmes. Alors, Dieu merci, je n'ai pas vu de problème aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas remarqué de zone de tension du tout? Rien. Surtout et sur le la territoire participation ivoirien. aussi, s'il dit qu'il n'a pas remarqué des zones de tension, mais sur la participation, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot? Non, la participation, c'est impossible de me prononcer. C'est un problème qui regarde la CI. C'est elle qui a une idée de... Moi, je n'ai visité que 4-5 bureaux à Abidjan. Ça ne peut pas me permettre de dire le taux de participation. Non, pas qu'on vous demande le taux de participation, c'est tellement nous dire s'il y a eu l'engouement, est-ce que les électeurs, il y a eu vraiment de l'intérêt pour ce vote. On était parti à Koumassi, dans une école ou des écoles, où on s'est frayé à peine de chemin. Il y avait tellement du monde. Mais par contre, on était au plateau où il y avait peu de gens. Mais ça, c'est relatif par rapport à ce que nous avons. Mais en tout cas, l'engouement que j'ai vu à Koumassi, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. L'ambiance entre les citoyens, la cohabitation entre les représentants des candidats, le professionnalisme de ceux qui sont en train d'organiser, de mettre les bulletins. C'est quelque chose, pour moi, africain, ça fait ma fierté. Et comme vous l'avez dit, c'est en Côte d'Ivoire. Ça fait partie de notre ADN. Hamza, il y a aussi deux autres observateurs qui sont représentés. Le WANEP, Côte d'Ivoire, et le CNDH. On va se tourner vers le CNDH. Allez-y. Dites-nous quelle est votre lecture pour ce premier jour de vote. Merci. Pour ce premier jour de vote, je dirais que dans l'ensemble, les choses se sont bien passées.
Parce que le CNDH avait la plus grosse mission d'observation. Nous avons déployé près de 2300 observateurs. Et chaque observateur chez nous avait 3 lieux de vote à visiter et 9 bureaux de vote au minimum à faire. Comme mes co-débatteurs l'ont dit, il y avait une bonne ambiance, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des zones dans lesquelles il y a eu des difficultés. Lesquelles précisément? Dans la zone de la Maraoué, par exemple. Et quel type de difficultés aussi on aimerait savoir? Il y a eu des difficultés, il y a eu des destructions d'urnes. Du matériel électoral. Il y a eu des violences physiques. Il y a eu des empêchements de vote. Où précisément dans la Maraoué? Saint-Fra, Boisflé? Pratiquement dans tous les villages. Dans tous les villages, parce que la CEI, pour des questions de sécurité, a dû interrompre le vote à partir de 16 h dans les villages. Parce que les agents de la CEI ne se sentaient plus en sécurité dans la zone. Donc, ils ont dû arrêter. Et il y a, comme le président de la CEI même l'a dit tout à l'heure aux 20 h, il y a eu des regroupements pour assurer la sécurité des électeurs dans certaines zones. Et donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Mais sinon, quand on regarde, quand on fait une analyse un peu plus fine, on s'est rendu compte que dans le nord du pays, les choses se sont passées à merveille. C'était vraiment festif, pratiquement. Mais on regarde dans certaines zones comme dans la Maraoué, dans le Guémon, dans la Mé, dans la Niébi-Tiassa, il y a eu quelques échauffourées. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage? Est-ce que cela peut entacher, selon vous, la régularité? Non, c'était quand même bien localisé. C'était quand même bien localisé. Même quand on parle de la région de la Niébi-Tiassa, ce n'est pas toute la Niébi-Tiassa qui était vraiment en proie à des... Alors, selon vos analyses, hein, M. Adon Yapi, est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi à un endroit plutôt qu'à un autre, il y a eu des difficultés? Je pense que ça avait commencé avec déjà les mots d'ordre qui étaient donnés. Vous voyez des points chauds dans certaines localités. Et c'est ces mêmes localités-là qui ont continué dans... Mais quelle a été la réaction des forces de l'ordre? Les forces de l'ordre ont été vraiment des professionnels. Parce qu'ils ont réussi à contenir les manifestants et donc réussi à sécuriser les urnes là où il fallait. Et à partir de 16 h, 17 h, on a vu que les forces de l'ordre elles-mêmes sont venues prendre les urnes pour les regrouper pour le dépouillement. Ça, il y a un élément sur le CNDH, mais on va peut-être écouter... Monsieur Ovi d'abord. De WANEP. Oui, c'est cela. Monsieur, le WANEP déploie ses observateurs dans plusieurs pays du continent lors des scrutins sensibles. Alors vous, quelle lecture vous avez fait de cette journée électorale? Alors, de prime abord, merci de nous donner l'opportunité de présenter notre mission d'observation. Avant toute chose, il est important de rappeler que avant le déploiement, nous avons pris le soin d'évaluer 518 communes et sous-préfectures afin d'en ressortir des zones d'intérêt. Et ces zones d'intérêt sont ces localités-là où nous avons déployé ces 150 observateurs et observatrices dans le but déjà de relever des informations sur la situation socio-sécuritaire et politique, mais aussi sur le déroulé du processus. Alors, à ce jour, et après avoir collecté un certain nombre d'informations, nous avons, au regard des bureaux de vote que nous avons pu visiter, une certaine satisfaction à se dire que le scrutin s'est déroulé dans des conditions des plus idoines et que les quelques incidents qui ont pu être énumérés, notamment par mes prédécesseurs, ont connu aussi une réponse. Nous-mêmes, WANEP, en tant qu'organisation de la société civile, avons contribué à cela à travers la mise en place de notre cellule de veille électorale qui a collecté, analysé les informations concernant le processus et apporté des solutions à travers notre salle de réponse. Alors, si je puis renchérir, au niveau de l'ouverture, ce sont 111 bureaux de vote que nous avons visités avec une constatation d'une ouverture dans les temps. Parallèlement à cela, pour l'infime partie des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir dans les temps, nous avons constaté déjà des premières données qui nous sont sorties, qu'ils ont respecté par contre justement les 10 heures. Les 10 heures. D'accord. Les 10 heures. Je poursuis.
pour l'essentiel de ces bureaux visités, on a pu également constater la mise à disposition du matériel. À cela, et je pense qu'il faut saluer aussi le travail achevé par la CEI. Dans l'entièreté des bureaux de vote que nous avons visités, nous avons vu une assistance particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, ce qui est exceptionnel et il faut saluer cela. Parallèlement, il y a eu quelques incidents, effectivement, et je rejoins un peu mon prédécesseur lorsqu'il essaye de faire cette cartographie, on va dire. Nous avons quelques régions qui ont connu cette typologie d'incidents, à savoir barrage des routes, atteinte au matériel électoral, tentative de dissuasion. Après, nous saluons également la réponse qui a été donnée tantôt par justement les autorités électorales dans la zone, les autorités administratives et les autorités sécuritaires, avec une mention spéciale pour également la Chambre des rois et chefs traditionnels, qui, dans notre travail de réponse, a été un canal particulier. Alors, ils vont certainement donner après les conclusions de leur analyse. Bien sûr. On va écouter la présidente du CNDH. Namisata Sangaré, présidente donc du CNDH, qui dresse ainsi son premier bilan, son bilan sur le respect des droits des électeurs. C'est au micro de Seydou Ouattara. Le CNDH a déployé la plus grosse mission d'observation, car plus de 2000 observateurs ont été déployés sur l'étendue du territoire dans le but d'accompagner le processus électoral. Le CNDH observe de façon couplée les élections en Côte d'Ivoire. Couplée, ça veut dire quoi? Nous avons l'observation de l'environnement classique avec des fiches et nous avons un mécanisme d'alerte précoce. Pour l'élection de 2025, l'observation du CNDH est digitalisée. Tout se fait à partir du portable ou d'une tablette. On observe les élections, on remplit les fiches à partir de la tablette et on remonte les incidents à partir de la plateforme sur la tablette également, sur le portable. Donc, c'est une observation digitalisée à 100%. Mais il peut arriver effectivement que des zones où il n'y a pas d'Internet, et pour ces zones-là, des fiches sont prévues. Si vous ne pouvez pas observer avec votre portable ou la tablette, par défaut de réseau, vous remplissez les fiches et la salle de situation, vous avez des personnes désignées pour faire remonter les informations de chaque zone. Et donc, en temps réel, on a les informations du terrain, tant au niveau de l'observation et puis au niveau des incidents. Nous contribuons, n'est-ce pas, à l'organisation, à la transparence, à la crédibilité et puis à des élections apaisées. Alors, M. Yapi, on vient d'écouter la présidente du CNDH. Si vous aviez des propositions à faire, quels sont les points à améliorer quand on regarde ce jour de vote qui s'est déroulé dans notre pays? Je pense qu'il faut continuer de sensibiliser les populations à la paix. Parce que quand on regarde, quand on fait une analyse générale de la situation, on s'est rendu compte qu'il y a des zones qui sont marginalisées, en fait, qui se sont marginalisées par la réaction violente de certaines populations. Et donc, il est important de continuer de sensibiliser parce que n'oubliez pas qu'après les présidentielles, on a les législatives. En décembre. Et vous, votre rôle précisément? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous parlez de sensibiliser, c'est général, mais vous, au CNDH, qu'est-ce que vous allez faire à partir de ce que vous avez constaté aujourd'hui? À partir de ce qu'on a constaté aujourd'hui, on va continuer de cibler ces zones-là à la sensibilisation. Parce que pour les élections présidentielles, nous avons déployé 112 campagne de sensibilisation. Vous le faites toujours, mais ça semble ne pas être entendu. Oui, ça semble ne pas être entendu par certaines populations, parce que n'oubliez pas que les politiques aussi jouent leur rôle. Et nous jouons aussi notre rôle. C'est une sensibilisation vraiment perpétuelle, permanente. Voilà, jusqu'à ce que on arrive à zéro manifestation. À zéro manifestation. C'est cela. Les forces de sécurité, comment elles se sont comportées selon vous? Non, elles se sont comportées de façon professionnelle. Vraiment, le dispositif sécuritaire a été constaté dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, nos observateurs nous l'ont relevé. Là où il y a eu des troubles, il y a eu moins de violence que ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux où on voyait des personnes en train de battre d'autres. Mais vraiment, cette fois-ci, ça a été contenu. Il y a même des forces de l'ordre qui ont été l'objet qui ont été blessées. Puisque les populations, d'autres utilisaient des pierres et tout ça.
Et donc, mais de façon professionnelle, on n'a pas eu de mort. Ni mort, ni grands blessés. Ni grands blessés. Mais les électeurs ont été empêchés privés de leurs droits. Voilà, privés de leurs droits. Voilà, ça, c'est des choses donc qui vous avez parlé de sensibilisation ensuite. Oui. La sensibilisation, continuer d'être au plus proche des populations pour montrer l'intérêt vraiment du vote, l'intérêt dans l'environnement général de pouvoir préserver le pays, comme mes prédécesseurs l'ont dit, oui. Parce qu'on sait que notre sous-région est dans une situation assez complexe. Et donc, il faut continuer toujours de parler. Nous, CNDH, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser. C'est toujours d'être au plus proche des populations pour les sensibiliser. Faire des formations pour que les populations connaissent leurs droits, pour respecter le droit des autres. Ça, le WANEP, nous allons aller tout de suite, dans quelques instants, en tout cas sur le terrain. Marie-Laure, oui. Cocody, nous allons aller voir. Nos reporters étaient déployés sur l'ensemble du territoire également, comme vos observateurs. Mais avant, M. Ovi Kwame va nous dire quels sont les indicateurs que le WANEP utilise, surveille. Quels sont les indicateurs que vous surveillez pour évaluer le risque d'escalade ou même de récupération politique pendant le scrutin ou même après? Alors, de par sa création jusqu'à maintenant, le WANEP s'est montré excellent en matière d'alerte précoce. Donc, il s'agissait pour nous, dans cet exercice, de relever sur la base d'indicateurs des informations et de pouvoir les rapporter sous forme de points d'analyse et d'outils d'aide à la décision. Alors, dans le travail que nous avons mené, notamment justement dans l'évaluation des zones d'intérêt, nous avons regardé déjà le passif socio-sécuritaire et politique de ces différentes localités et a eu un œil particulier sur le déroulé des événements, le déroulé du processus électoral pour arriver bien sûr à justement ces résultats. Donc au regard de cela, nous sommes assez satisfaits de ce travail dans la mesure où la cartographie que nous avons pu obtenir correspondait en quelque sorte aux régions ou aux points chauds que nous avons pu relever. Ce qui nous fait dire que c'est un outil déjà démocratisé, mais aussi une solution durable en termes d'implication justement des acteurs de la société civile, mais également des acteurs sécuritaires dans une démarche de coopération entre civils et acteurs sécuritaires. Hamza, on va voir nos reporters maintenant qui étaient aussi déployés sur le terrain. C'est ça. Les reporters de RTI, ils étaient à Cocody, à Abobo, à Yopougon ou encore à Makori. On va voir le vote à Abidjan. C'est cela. Nous sommes dans la commune de Cocody, au lycée Sainte-Marie. Il est 14 h. Ici, l'atmosphère est relativement calme après une affluence des électeurs le matin à l'ouverture des bureaux et centres. Ce centre ayant enregistré ce jour le passage de personnalités. Cette dame a du mal à cacher ses émotions. Le coup présent, je me suis sentie heureuse de les avoir vus après moi rentrer dans le même bureau et puis voter aussi. Après Cocody, Yopougon, la plus grande commune du district autonome d'Abidjan, il est pratiquement 16 h. Nous sommes à Andokwa, l'un des plus vieux quartiers de la commune. L'engouement est d'autant plus fort que le brassage y est une réalité. À Andokwa, le vote est une affaire de tous. Des difficultés tout de même signalées. Nous avons constaté que la machine se déchargeait très vite. Nous sommes obligés de redémarrer la machine pour pouvoir travailler. À Yopougon aussi, dans les centres, les observateurs sont plus visibles. En tout cas, le matin ici, ça se passe très bien dans les meilleures conditions. À Bobo, il est 17 h. Nous sommes proches de la fin du temps réservé pour l'exercice de ce droit civique. En attendant la clôture des bureaux et centres prévus pour 18 h, les agents électoraux tiennent l'affaire par le bon bout. En somme, la présidentielle 2025 s'est déroulée dans ces 3 communes parcourues. Voilà, Hamza, nous allons prendre maintenant la direction de la commission électorale indépendante où se vit l'un des moments les plus intenses de cette nuit électorale. Et notre reporter Sidonie Davila est en direct sur place. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir Hamza. Alors, nous sommes ici sur place à la commission électorale indépendante. Ici, c'est dans une ambiance très concentrée, ambiance d'un soir d'élection. La commission électorale indépendante poursuit la compilation des résultats étape par étape
avant de donner ces résultats provisoires. Et nos équipes sont sur place pour ne rien rater de ces moments décisifs. Et ces résultats, comme l'a souligné le président de la commission électorale, seront certainement donnés au plus tard le lundi ou mardi prochain. RTI va suivre toutes ces compilations. Hamza Diaby. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Sidonie Davila, pour ces premières images en direct de la CEI. Et il faut le signaler, Fatou Fofana est également à vos côtés. Très certainement, nous l'aurons au cours de cette soirée. Cette grande nuit électorale. C'est cela. Alors, Monsieur Abdel Fattah Moussa, dites-nous, le climat sécuritaire, il a été maîtrisé. Il y a le responsable, le représentant du CNDH qui l'a dit. Vous le confirmez? Oui. Je crois que avant d'arriver ici, on avait beaucoup de soucis. Parce que vous connaissez la situation dans la sous-région, surtout au Sahel. Alors, nous sommes très heureux, selon CNDH, qu'au nord, le vote est passé très tranquille et tout ça. Alors, tous ces incidents sécuritaires, je crois que dans n'importe quel processus électoral, il y en a. Ce que, comme vient de dire nos collègues ici, il n'y a pas eu de mort ou bien de blessés très sérieux et tout ça. Alors ça, je crois qu'on peut accepter. Dans toutes les élections, c'est un peu comme ça. Mais moi, j'ai un autre problème avec, je ne sais pas, souci ou bien comme ça, c'est la faiblesse des représentants de l'opposition, des autres candidats. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut adresser. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, bon, et ce où que avez-vous je peux noté dire, des absences? Dans la plupart des bureaux de vote où nos observateurs étaient, c'est que pratiquement dans tous les bureaux de vote, il y avait les représentants d'un des candidats, pratiquement partout. Mais outre le candidat des partis au pouvoir, les autres là, le maximum, un autre ou bien deux. Voilà. Qu'est-ce qui, Marie-Laure, je me pose bien la question, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Je crois que c'est la faiblesse d'organisation. Je crois que, oui, parce que notre vote, quoi, un parti ou bien un candidat, la première chose, c'est comment contrôler votre vote, comment veiller à ce que tout ce qui se passe dans les bureaux de vote là, ça ne va pas contre vos intérêts. Ça veut dire que vous devez être représenté par votre représentant. Est-ce que ces candidats ont des raisons de s'inquiéter pour la suite par rapport aux résultats? Oui, c'est pas, non. On peut y avoir, si vous n'avez pas des représentants, et il y a des procès verbaux. Après les élections, les autres ont signé, et on a eu des cas où même, ce n'est pas les représentants, mais quelqu'un d'autre qui a signé les procès verbaux et tout ça. Mais vous ne pouvez pas protester parce que vous n'étiez pas là, dans le bureau de vote, par exemple. Alors, je crois que quand on parle des élections, c'est la compétition. Voilà, c'est ça. Alors, si il y a ce grand décalage entre des partis, ça, ce n'est pas très bon pour la santé de la démocratie dans le pays. C'est pourquoi, d'ici les législatives, je crois que on va, nous, comme CEDEAO, comme l'Union africaine, on va peut-être adresser quelques de nos recommandations pour améliorer ces situations-là, comment renforcer la capacité. Pour ces élections, la CEDEAO avait apporté des soutiens à la CI et aussi quelques éléments de la société civile, y compris aussi le CNDH. voilà, le CNDH. C'est ce que nous, on peut faire.
parce qu'on ne peut pas intervenir dans les processus internes. Mais je crois qu'il y a des recommandations qu'on peut faire, ce qui va améliorer le cadre et la confiance de la population. Et comme il est dit, vous observez uniquement, vous ne contrôlez pas. Oui. On va tout à l'heure prendre la réaction, Hamza, de M. Mahmoud Saleh Anadif, le chef adjoint de la mission conjointe. Mais avant... On va aller dans le cavalier? Dans le cavalier. Une minute, on Monsieur reviendra. Anadif, on revient à vous, on va dans le cavalier. Marie-Laure. Voir ce qui s'est passé, comment le vote s'y est déroulé également. Allons-y. Dans le cadre de ces élections présidentielles, 235 lieux de vote sont ouverts depuis ce matin sur l'ensemble du territoire de la région du Cavali. Ici, à Tout-le-Pleu, les électeurs n'ont pas boudé le scrutin. Certains sont venus très tôt. Depuis à 6 h du matin, je suis la première arrivée ici. C'est pour voter et puis aller à la maison. C'est un acte qui rend fier d'être ivoirien, fier de compter dans mon pays, fier de pouvoir participer à la désignation de la plus haute autorité du président de la République. Alors j'ai accompli ce devoir républicain de façon citoyenne. 9 h, nous sommes à Bleu-le-Quin. Le constat est le même et les autorités préfectorales appellent à maintenir ce climat de paix. Certains sont venus très tôt pour vaquer à d'autres occupations, mais toujours est-il que, comme vous le constatez déjà derrière moi, il y a encore du monde. Les dispositions sécuritaires sont prises, donc tout le monde, chacun peut venir librement exprimer son droit de vote. De Tout-le-Pleu à Bleu-le-Quin, en passant par Taï et ici à Guiglo où nous sommes, les populations espèrent que cette élection sera synonyme et symbole d'une paix durable. Et ce qu'on peut retenir en termes de chiffres pour la région du Cavali, 133 094 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. Okambawa Godefroy, c'est notre reporter sur place, un reporter comme tous nos 50 autres reporters qui sont déployés sur tout le territoire. Et un beau boulot. Un bon travail. À Monsieur Anadif, allez-y. Oui, alors Monsieur Anadif, on va vous poser aussi la même question. Quelle analyse, quelle conclusion vous tirez de ce vote? Il y a eu des tensions, c'est vrai que vous n'étiez pas partout, mais il y a eu des tensions dans quelques parties de notre pays. Bien évidemment, il y a eu également, le vote s'est bien déroulé dans une autre partie de la Côte d'Ivoire. Quelle conclusion vous tirez en tant qu'Union africaine? Oui, tout à l'heure, l'ambassadeur Fattah a parlé d'un élément, à savoir l'absence de représentants des candidats au niveau du bureau de vote. Vous savez que d'après les statistiques de la CEI, il y a au moins 25 600 et quelques bureaux de vote, près de 26 000 bureaux de vote. J'ai essayé de faire un calcul pour dire chaque candidat doit avoir un représentant dans un bureau de vote et qu'il donne au moins une indemnité de 5 000 pour sa nourriture dans la journée. S'il doit le déployer en dehors d'Abidjan, il y a les frais de déplacement. Vous savez, j'ai trouvé un montant de combien? Pour la journée, pour un candidat, il doit dépenser près de 250 millions de francs CFA pour être sûr qu'il a un représentant dans chaque bureau de vote. Ce qui n'est pas, les élections coûtent cher et ce n'est pas n'importe qui peut se payer ça. Le deuxième élément, c'est qu'on m'a dit qu'à la dernière minute, certains candidats ont voulu mutualiser leurs efforts, ont signé un mémorandum pour dire qu'il peut avoir un représentant qui peut représenter 2 ou 3 candidats. Pourquoi? C'est pour diminuer le coût. Donc c'est pour dire qu'en fait, une élection n'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'organisation, c'est vrai, et c'est ce que nous avons constaté qu'au niveau des organisations, à part les quelques petits problèmes techniques, et ça existe partout dans le monde, il y a lieu de voir plutôt la présence, l'un des critères de crédibilité d'une élection, c'est s'assurer que le vote est réellement, reflète ce que les gens ont mis dans les urnes. Et qu'il n'est entaché d'aucune Exactement. Et ça, malheureusement, certains candidats n'ont pas pu déployer
des représentants dans le bureau de vote. Ça, c'est quelque chose à noter. Nous ne pouvons pas, que ce soit nous, que ce soit la CEDEAO, nos recommandations seront vaines si les candidats eux-mêmes ne prennent pas conscience de cela. Parce que comme on a les législatives, je pense que si tu es candidat, oui, les législatives, c'est quelque chose de plus décentralisé, où chacun part dans sa région d'origine et il a une maîtrise plus proche des populations là où il veut se présenter comme candidat. Mais à l'élection présidentielle, c'est quelque chose de différent. Et donc, nous, en tout cas, moi, j'étais venu ici, chef de mission également au mois de juin, pour dire que la Côte d'Ivoire a connu des événements malheureux lors des élections de 2020-2010. Franchement, ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les citoyens, et y compris les hommes politiques, malgré les musculations que j'ai écoutées par-ci, par-là, ont quand même tiré des leçons pour dire plus jamais ce qui s'est passé en 2020. Et ça, pour moi, c'est une très bonne leçon. C'est un grand pas. C'est un grand pas. Est-ce que vous, justement, M. Anadif, et vous aussi, de la CEDEAO, l'ambassadeur Fatao, est-ce que vous pouvez nous dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à partir de cette élection-là, qu'elle a franchi, que le pays a franchi un cap démocratique? En une minute. En une minute. Oui, bien sûr, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a vraiment franchi cette étape. Parce que quand on regarde la situation dans la sous-région, où déjà il y a ces répétitions des coups d'État dans quelques des pays, récemment au Madagascar, on a eu déjà combien de coups d'État dans notre sous-région. Je crois que la démocratie en général, en Afrique de l'Ouest, est fragile. Et on doit toujours essayer de renforcer tout le cadre des processus électoraux, de respect de la Constitution et tout ça. Et je crois que ces élections ont démontré que, bien sûr, la Côte d'Ivoire a choisi la voie des urnes. Merci. Ce qui est, pour nous, très, très important et un exemple pour les autres pays qui vont organiser les élections dans les jours à venir. Et Hamza, je vais rappeler aux téléspectateurs et internautes qui nous regardent que nous aurons également des représentants de candidats ici, sur ce plateau, et puis nos reporters, nos valeureux reporters. Nos reporters qui ont suivi les candidats, les 5 candidats à travers toute la Côte d'Ivoire se succéderont ici également sur notre plateau pour nous dire comment ils ont vécu le moment de campagne. En une minute, ils vont réussir cet exercice. Les conclusions qu'on peut tirer de ce... Vraiment une minute, quelques 30 secondes. CNDH et ONEP Côte d'Ivoire. OK, je voudrais saisir la balle au bon pour remercier, en tout cas, la CEDEAO, l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, le PNUD, le gouvernement du Japon et l'Union européenne qui nous ont appuyés pour qu'on puisse déployer ces 2000 observateurs à travers toute la Côte d'Ivoire. Je pourrais dire que la Côte d'Ivoire a franchi un cap. Voilà. Parce que... Lequel des caps? Celui de la démocratie? Celui de la démocratie. Marie-Laure disait tout à l'heure que vous sensibilisez, mais on ne sent pas. Oui, mais non, justement, vous-même, vous avez dit qu'il y avait des tensions. La sensibilisation a porté. Parce que, n'oubliez pas de là où nous venons. Exactement. Il y a eu beaucoup de violence dans ce pays. Et aujourd'hui, on se rend compte que la violence se déplace. Et je suis sûr que par nos actions collectives, elle va disparaître. Conclusion pour ce vote, je pense que les choses se sont bien passées et préparons maintenant les législatives. Les suivantes. ONEP Côte d'Ivoire. Monsieur Ovi Côte d'Ivoire, Monsieur Ovi Kwame de ONEP Côte d'Ivoire, allez-y. C'est un amoureux de notre pays, donc. Effectivement. Alors, il faut dire qu'en notre sens, nous avons observé avec une attention particulière le processus. Et comme il a été dit précédemment, les élections sont un événement important. Et ce que nous concluons aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une pierre supplémentaire à l'édifice de construction de la démocratie
en Côte d'Ivoire. Certes, il peut y avoir des impairs, mais je pense que c'est par la voie démocratique et par les conclusions que l'on fait que l'on peut construire justement une nation meilleure. Alors, il nous faut saluer, bien sûr, l'ensemble de nos observateurs qui sont issus d'organisations de la société civile. La société civile ivoirienne existe, elle travaille. Et l'ensemble de nos agents qui étaient présents avec nous dans la cellule de veille électorale. Aussi, nous avons pu constater des autres missions d'observation, bien sûr. C'est la preuve qu'il y a un travail qui est fait justement pour soutenir l'effort de démocratie. Et j'ai foi que l'ensemble de justement ces initiatives vont nous permettre de conclure et d'arriver à justement ce calme, cette paix que nous souhaitons. Merci beaucoup, Monsieur Ovi. Ensuite, Marie-Laure. Oui, nous allons leur dire au revoir. Merci. Merci. Donc, je vais donc récapituler. Les observateurs que nous avions sur notre plateau, c'est Excellence, l'ambassadeur donc Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et à ses côtés, le ministre d'État Mahamat Saleh Anadif, chef adjoint donc de la mission conjointe Union africaine-CEDEAO. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir pu faire le déplacement pour être sur notre plateau aujourd'hui. Monsieur Léon Adam Yapi, qui représentait le CNDH, directeur des programmes et études thématiques au Conseil. Merci beaucoup. Merci de votre sollicitude. Et puis, Monsieur Ovi Kwame, Ovi Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir représenté le WANEP Côte d'Ivoire sur notre plateau. Alors, Marie-Laure Ngoran, la suite. Oui, on va aller à la CEI, à la Commission électorale indépendante. On va vous dire merci, parce qu'après vous, on va recevoir nos reporters, nos valeureux reporters qui vont nous rapporter l'ambiance de ce jour de vote. Mais avant, nous partons pour la Commission électorale indépendante. Écoutez le président de la CEI qui était au JT de 20h. Sur RTI 1. Sur RTI 1, bien sûr. Bonsoir, chers téléspectateurs, présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Nous sommes au siège de la commission électorale indépendante ici à Cocody, les deux plateaux. Le président de la CEI, M. Ibrahim Koulibaly Kubière, est avec nous pour faire le point de la situation de l'ouverture à la fermeture des bureaux de vote. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Victorien. Alors, des bureaux de vote ouverts à 8 heures, d'autres un peu après, quelques perturbations, possibilité d'avoir le taux de participation. Qu'en est-il en réalité? Merci bien. Je voudrais exprimer la gratitude de la Commission électorale indépendante à l'endroit de la presse et particulièrement de celle qui nous reçoit aujourd'hui, la RTI, pour nous accompagner chaque fois que besoin dans le processus électoral. Je voudrais vraiment, au nom de la Commission électorale indépendante, dire merci à toute cette presse qui a bien voulu donc nous accompagner pour informer la population de tout ce qui se passe dans le processus électoral. Parce que vous savez, quand on sait la matière qui constitue la matière électorale, on est enclin à moins de dégâts. Voilà pourquoi je vous dis merci pour cet accompagnement. Alors, pour ce qui est du bilan, du point qu'on peut faire, il faut noter que à l'issue de la révision de la liste électorale, on a eu 8 727 431 électeurs sur toute l'étendue du territoire. Et au regard du décret portant convocation du collège électoral, ce sont ces personnes-là, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, qui étaient donc invitées à participer au vote. Alors, le vote, en principe, conformément au décret qui l'encadre, le vote est de 10 heures. La durée est de 10 heures. Et le point de départ, c'est 8 heures. Et la clôture, c'est 18 heures. Évidemment, dans la réalité, il se peut faire que certains bureaux de vote ouvrent en retard. Mais tout étant dans l'intérêt de l'électeur, si le bureau de vote ouvre en retard, on fait de sorte que les 10 heures soient respectées. Au point où, si vous ouvrez à 8h30, c'est à 18h30 qu'on va fermer pour respecter les 10 heures. En effet, il y a eu des incidents qui ont amené certains de nos électeurs, de nos agents des bureaux de vote, à ouvrir les bureaux de vote en retard. C'est normal.
quand vous prédisez l'apocalypse, quand vous prédisez que la Côte d'Ivoire n'aura pas d'élection et que le ciel va nous tomber sur la tête, mais coule dans les veines de ces agents des bureaux de vote du sang bien rouge. Et ce faisant, ils protègent également, bien qu'appelés par le devoir, leur vie. Donc, ils regardent quand ils sortent le matin, ils regardent d'abord si la situation est pacifiée, s'il n'y a pas de danger pour leur vie, et ils sortent. Toute chose qui pourrait justifier, comme on appelle un retard. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tantôt, il est fait obligation à la commission électorale indépendante par ses démembrements sur toute l'étendue du territoire d'assurer les 10 heures de vote, ce qui a été fait. En plus, nous avons constaté quelques incidents ça et là. Ces incidents sont de trois natures. La première est celle qui a consisté à violenter nos agents des bureaux de vote. Dieu merci, la promptitude de nos agents des forces de l'ordre a pu contenir ces situations malheureuses. Et la deuxième nature qui pourrait être relevée au niveau des incidents est celle qui est relative à la destruction de notre matériel électoral. Et à ce niveau, il y a des urnes qui ont été enlevées, qui ont été cassées, des documents électoraux qui ont été détruits, des cartes d'électeurs qui ont été déchirées, mais au-delà du caractère marginal de ces incidents, immédiatement, la commission électorale, qui semble être habituée, bien entendu, malheureusement, à cette situation, a préalablement pris soin de constituer un bon stock, aussi bien au niveau des urnes que des documents électoraux, afin que, en cas de besoin, et le besoin s'est présenté, pour donc résoudre ces différents problèmes-là sur le terrain. Et cela a causé également un retard justifiant l'incident. Mais l'incident a été vite circonscrit, d'autant plus que nos concitoyens ont pu donc participer au vote. Alors, l'autre situation était que ces incidents ont provoqué le regroupement de certains de nos bureaux de vote. Parce que n'oublions pas que les agents des forces de l'ordre ne peuvent pas être derrière chaque électeur. Surtout qu'une élection, ce n'est pas la guerre. Donc, on n'a pas à déployer autant de mesures. Mais malheureusement, ce fut le contraire. Dans certains endroits, on a dû regrouper certains bureaux de vote pour permettre à la population, en toute sérénité, d'exprimer leur choix au profit de leur candidat. Donc, voilà les trois types d'incidents que nous avons vus. Et je voudrais encore rassurer les uns et les autres que ces incidents ont été vite circonscrits, bien que marginaux. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un taux de participation. Ah oui, le taux de participation, vous savez, le taux de participation, c'est le rapport qu'on fait entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Mais il est bon de préciser que c'est bien malin d'empêcher les citoyens de participer à un vote et puis s'attendre à apprécier le taux de participation par rapport au nombre d'inscrits. Mais s'ils sont inscrits et que vous les empêchez de participer au vote, comment pouvez-vous apprécier le taux de participation en excluant ceux que vous avez empêchés de participer au vote? C'est pour cette raison que nous avons introduit, depuis 2020 plutôt, une jurisprudence qui fait que lorsque les zones où les citoyens n'ont pas pu exprimer leur vote soient déduites, ces zones-là soient sorties du taux de participation. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas à ce stade-là. Alors, je peux vous dire que nous sommes à plus de 30% des résultats qui nous reviennent du terrain. Et le taux va avoisiner les 50%. Et nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis, M. Angwa, parce que, voyez-vous, pour nous, c'est un défi majeur. Depuis le début, nous avons apporté la matière électorale à la population. Alors, j'allais vous demander comme ça, qu'est-ce qui explique votre dévouement, votre engagement? Mais mon engagement est justifié par le devoir. Parce qu'à la clé de tout ça, il est la vie des citoyens. Le bien-être des citoyens, c'est ce qui justifie le dévouement de la commission électorale indépendante. Voyez-vous, à chaque fois qu'à l'occasion d'une élection, il y a mort d'homme, nous prenons ça pour notre compte. Même si ce n'est pas directement lié à la commission électorale indépendante parce que nous, on ne tue pas. Mais c'est toujours regrettable qu'à l'occasion de la matière ou de l'opération que vous avez, dont vous avez la responsabilité, constitue soit une cause mortifère au point d'affecter la vie des citoyens,
il y a à un moment donné un regret, M. Angwa. Donc aujourd'hui, je suis un homme plus ou moins heureux. Parce que, en dehors du cas malheureux, dans la zone de Lamé, ou de l'Agnébi, Tiassa, je ne sais plus bien, où l'un de nos frères d'armes a perdu la vie, je crois qu'on n'a pas dénombré des morts sur toute l'étendue du territoire, ce qui est une bonne chose pour nous. Nous sommes satisfaits de cela. Et puis, en plus de cela, les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs qui justifiait l'engouement de la population. Donc il était important pour la commission électorale indépendante de déployer tout le matériel pour leur permettre de voter. Et je pense que avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons innové là-dessus. Les résultats seront proclamés le plus tôt possible. Justement, est-ce que ce soir, c'est possible d'avoir quelques résultats? Mais vous pouvez le constater, monsieur le porte-parole en charge de la proclamation de résultats est déjà arrivé parce que la matière est plus ou moins disponible. Peut-être qu'on ne le fera pas maintenant, mais ça sera un peu plus tard. Il est venu pour cela. Mais il est bon que je précise, pour terminer, qu'il y a 4 types de proclamation des résultats. D'accord. Il y a le premier qui s'est fait dans le bureau de vote. Ensuite, les bureaux de vote sont dans une circonscription administrative. Donc, la deuxième proclamation qui s'est faite. Et ensuite, de la circonscription, on vient à la commission centrale pour faire la proclamation nationale provisoire par la commission centrale par mes soins. Et ensuite, et enfin, on va dire, la proclamation définitive qui est faite par le Conseil constitutionnel, juridiction habilitée à statuer sur le contentieux de l'élection. Donc, voyez-vous, il y a 4 proclamations du bureau de vote jusqu'à la proclamation définitive. Alors, déjà, avec les moyens que nous avons mis en place, nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats, je peux vous le dire, au plus tard, le lundi ou au plus tôt, le dimanche soir. Parce que c'est vrai que la loi nous donne 5 jours pour le faire, mais les Ivoiriens ont besoin de savoir. Donc nous allons nous y atteler, faire de sorte à pouvoir satisfaire ce vœu-là. Alors, nous recevions M. Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la commission électorale indépendante. Il est venu faire le point du scrutin tenu ce 25 octobre 2025. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était le président de la commission électorale indépendante depuis le siège de la CEI. Il était donc en compagnie de Victorien Angwa, que nous allons retrouver, comme vous l'avez entendu, d'ici demain ou au plus tard, le lundi, pour les résultats de ce scrutin, les résultats provisoires. Nous sommes donc en compagnie de nos différents reporters qui étaient déployés sur le terrain. Il y en a qui ont suivi le candidat du RHDP, Alexis Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Laure. Également à côté de vous, on a Jean Magagui. Vous suiviez la candidate du MGC. Oui, effectivement. Bonsoir, Jean Magagui. Bonsoir, Marie-Laure. Yafolo Desana, vous étiez en compagnie du candidat indépendant Awadon Melo. Awadon Melo. Bonsoir, Yafolo Desana. Bonsoir, Marie-Laure. Et puis à côté de vous, Boko Clément, qui suivait la candidate du GPP. GPP. Bonsoir, Boko. Bonsoir, Marie-Laure. Merci à vous d'être là sur ce plateau. Vous allez nous dire ce que vous avez vu, senti, voilà, sur le terrain, lorsque vous étiez dans l'équipe de campagne, voilà, quand vous avez suivi l'équipe de campagne. C'est cela, Marie-Laure. Les téléspectateurs ou les auditeurs doivent être en train de se demander pourquoi sont-ils 4 reporters sur le plateau alors que nous avons 5 candidats. Alors, nous allons avoir Jean-Luc Gbangbo en direct tout à l'heure. Puis Dabakala, il suivait bien entendu le candidat du Code. Le candidat du Code, Jean-Louis Billon. Alors, Alexis Ouedraogo, vous étiez avec le candidat du RHDP. Dites-nous, quelle a été, selon vous, la tonalité de cette campagne? Merci beaucoup, Hamza Diaby. Alors, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a eu un agenda, d'abord, il faut le préciser, très chargé. 7 rendez-vous.
une campagne qui a démarré ici même à Abidjan avec la présentation du projet de société 2025-2030. Ensuite, cap sur la ville de Daloa pour le grand meeting de lancement de campagne. Il a visité notamment Yamoussoukro, où il s'est recueilli sur la tombe du premier président Félix Houphouët-Boigny. Il a rencontré la chambre des rois et chefs traditionnels. On l'a retrouvé du côté de Bundoukou, où il a dit être allé confier sa candidature à ses parents. On l'a revu aussi à Abidjan, au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, pour 2 grandes rencontres avec les femmes, avec les jeunes, avant bien sûr la parade qui a mis fin à la campagne. Pour revenir à votre question, la tonalité de cette campagne, elle est restée très positive. Le RHDP a voulu communiquer sur les acquis de sa gouvernance ces 15 dernières années, donc tous ces bons points en matière de bonne gouvernance, en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé. Les infrastructures vraiment qui ont été présentées, on est parti d'un point A à un point B. C'est vraiment ce qui a été vendu aux populations avec en perspective une Côte d'Ivoire plus grande, faire mieux pour les jeunes, pour les femmes. Ça a été vraiment aussi marqué par un appel à la paix, à la cohésion, à la préservation de l'unité nationale. En tout cas, c'est ce qui a transcendé dans toutes les rencontres qui se sont faites autour du RHDP. Il y a eu interaction avec les électeurs. Dites-nous comment cela s'est ressenti? Énormément, parce qu'à côté des programmes officiels du candidat, il y a eu vraiment un travail de fourmi sur le terrain. Tous les lieutenants ont été envoyés sur le terrain pour parler aux différentes populations. On a eu même des panels avec les entrepreneurs. Il s'agissait vraiment de présenter la vision d'une grande Côte d'Ivoire qui veut mettre en avant le secteur privé. Les jeunes ne sont pas restés en marge, les femmes non plus. C'est vraiment toute sa stratégie 2025-2030 qui a été présentée au corps à corps avec les populations, secteur par secteur. On a vu les enseignants qui ont été rencontrés, on a vu les femmes du vivrier, on a vu les agriculteurs. Vraiment, le parti, le RHDP qu'on a suivi durant cette campagne a vraiment fait un travail de fourmi, un corps à corps avec les différentes populations, les différentes couches de la population ivoirienne. Jean Mandiagué, oui. vous suiviez la candidate du MGC. Dites-nous les moments forts ou inattendus qui vous ont marqué lors de cette campagne. Effectivement, nous avons suivi la candidate du mouvement des générations capables, Simone Yves Gbagbo, du 10 au 23 octobre 2025. Et il faut dire que la candidate Simone Yves Gbagbo a misé sa campagne sur la proximité, c'est-à-dire échanger avec les communautés locales. Et les moments forts ont été, effectivement, il y a eu dans la région du Gor et dans la région du Guémon, surtout dans la région du Gor, des incidents qui se sont signalés. On a eu même à faire face à certaines manifestations. Mais malgré cela, même à Gagnoa, la candidate Simone Yves Gbagbo a tenu à rencontrer les communautés locales. Il faut dire que Simone Yves Gbagbo, c'est d'abord 43 ans de vie politique et 10 années en tant qu'ex-première dame. Et au vu de tout ce qu'elle a vécu, elle a toujours insisté pour divulguer des messages de paix et de réconciliation nationale à l'endroit des communautés locales. Malgré certains incidents, malgré toutes ces manifestations, elle a tenu à passer son message de paix. Yafolo de Zahana, de votre côté, est-ce qu'il y a eu des moments forts qui vous ont marqué également? Oui, il y a eu des moments forts. Il faut rappeler que je suivais le candidat Awa Dombelo, qui est candidat indépendant. Et nous étions 2 journalistes de la rédaction de RTI 1. J'étais avec Konaté Moussa, dont je salue le professionnalisme et puis la collaboration avec laquelle nous avons vraiment travaillé. Awa Dombelo a quand même sillonné quelques localités de la Côte d'Ivoire. Et les moments forts que je peux souligner, on est allé dans le royaume Saint-Louis, à Krendiabo, là où il a été reçu par les différents chefs de cette localité. Et ensuite, il s'est rendu dans le village de sa mère. Awa Dombelo est d'une mère d'ethnie baoulé, de Boaké, et il a tenu à aller présenter sa candidature à ses parents et présenter également son programme de société à sa famille maternelle. Et ensuite, il est allé à Bongwanou, qui est le village paternel de Awa Dombelo. Et là-bas, il a également officiellement informé ses parents qu'il est candidat à cette élection présidentielle et par la suite présenter son programme de société. D'accord. Yafolo de Zahana. Et Boko Clément, vous étiez avec Victorine Yaoyobwe et vous suiviez la candidate
du groupement des partenaires politiques pour la paix. Henriette Adjoa-Lagou, donc, que vous avez suivi du 10 au 23 octobre également. Alors, comment le public, selon vous, comment le public a-t-il accueilli le message de la candidate Henriette Lagou? Je peux vous dire que partout où Henriette Lagou est passée, le public a accueilli sa candidature avec beaucoup de joie. On l'a senti vraiment par l'accueil chaleureux qu'elle a reçu partout où elle est passée. Depuis son village natal d'Aoukro, où elle a pris d'abord les bénédictions de ses parents avant d'aller à la conquête des voies du pays, en passant bien sûr par la région de Nzi, où elle a eu un meeting à Dimbokro et à Bokanda, et ensuite elle est venue dans la Bagoué et dans le Béré, à Tienungwe, où les populations vraiment sont sorties massivement de tous les villages environnants pour venir accueillir vraiment cette dame-là qu'elles ont pris comme leur sœur, puisque à Tienungwe, les populations Koro sont vraiment des populations qui ont vraiment de la joie, de l'engouement pour tous ces peuples qui les entourent, et le peuple baoulé est juste à côté d'eux. Donc ces populations sont sorties venir accueillir leurs sœurs. Après ça, elle s'est rendue dans le Béquet, où là-bas aussi elle était en famille, elle a sillonné un peu partout. Donc on peut dire que Henriette Lagou était vraiment proche des populations partout où elle est passée. Le mot-clé d'Henriette Lagou, il faut le dire, hein, c'est la paix, le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire, consolidation de la paix qui était vraiment chère aussi à feu le président Houphouët-Boigny. Mais dites-nous, est-ce que c'est à peu près ce message de paix qui attirait la population autour de... Parce que c'est le premier axe de son projet de société. Partout où Henriette Lagou est passée, ça a été vraiment le mot-clé. Comme un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui prêchait, elle a prêché la paix. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqués. Et partout à l'entame de... qui a sillonné tout le territoire. Oui, elle est partie jusque dans le Grand Nord, à Korogo, où elle a eu un meeting dans le quartier Cocody, où les femmes sont sorties de partout, Cinéma Tiali, Dikodougou, vraiment pour accueillir leurs sœurs. Et là-bas, elle a tenu vraiment un discours franc et les populations vraiment l'ont acclamé. Alexis Ouedraogo, dites-nous quelles thématiques ont le plus mobilisé les électeurs? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur le point de la paix qui a été vraiment le cheval, on va dire, de presque tous les candidats. Au niveau du RHDP, c'est l'un des 6 piliers présentés durant cette campagne. L'appel aux plus jeunes avec les circonstances, les différents mots, les différentes tensions qu'on pouvait ressentir sur les réseaux sociaux. À tous les meetings, il y avait cette partie où vraiment on appelait à la paix, à préserver les acquis, à ne pas répondre en cas de provocation. Ça a été un point très important au niveau de la campagne du RHDP. Et Alexis, avant que vous répondiez à la question que Marie-Laure vous a posée, justement, on revient sur la paix. S'ils sont tous en train d'appeler à la paix, alors qui est contre cette paix? C'est ça, surtout qu'il y a eu des tensions. Bien malin qui pourrait y répondre. Bien malin. D'accord, allez-y. Sur le terrain, en tout cas, le seul mot qui a prévalu durant cette campagne, c'est la paix, préserver les acquis de ces dernières années. Alors, la question, Marie-Laure? Je demandais les thématiques qui ont le plus mobilisé sur le terrain. Mobilisé sur le terrain, je dirais ceux ayant trait à la jeunesse. On a eu énormément de rencontres de cadres du parti RHDP avec les jeunes, présenter les perspectives qu'il pourrait y avoir pour la période 2025-2030, garantir un peu plus d'emplois pour que cette jeunesse-là puisse jouir pleinement des fruits de la croissance de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et si on faisait un tour à Dabakala? Oui, pour voir quand même notre reporter qui a suivi le candidat Jean-Louis Billon. L'un de nos reporters, c'est Jean-Louis Gbangbo, et son second, c'est Juliette Ouéa, que nous saluons ici au passage. Allons-y à Dabakala, si la régie est prête. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir Hamza, bonsoir à tous. En effet, nous sommes à Dabakala, dans le Hambol. C'est ici, et dans ce centre du groupe scolaire Sanassi Dougou, que le candidat Jean-Louis Billon a voté ce matin à 9h10, le candidat du Code que nous avons suivi durant toute la campagne. Les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 8h. Les premiers électeurs étaient là,
bien avant. Le vote s'est déroulé dans une ambiance sereine, sans bousculade. Les électeurs ont voté à leur rythme jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les agents de la CEI derrière nous sont en train de procéder aux différentes vérifications avant le dépouillement des bulletins. En gros, Marie-Laure et Hamza, l'ambiance à la fermeture des 4 bureaux de vote ici, dans ce centre, est simplement bon enfant. Et pour le candidat Jean-Luc Bion, c'est un moment décisif pour la nation, un tournant pour le passage générationnel pour la Côte d'Ivoire. C'était Jean-Luc Gbangbo, hein? Jean-Luc Gbangbo pour Jean-Louis Bion. Dabakala, Jean-Luc Gbangbo pour Jean-Luc Bion. Alors, je vais me tourner vers Jean Magagui, un autre Jean. Alors, dites-nous, vous qui suiviez la candidate du MGC, les points forts de cette campagne que vous avez suivie depuis près de 2 semaines. Les points forts que j'ai suivis avec la candidate Simone Neivé Gbagbo ont été, bien sûr, 3 mots. Réconciliation, souveraineté et transformation. Mais parmi ces 3 thématiques, la thématique qui a plus touché les populations qui étaient venues l'écouter, c'était plus la réconciliation. Par exemple, dans la région du Guémont, la candidate Simone Neivé Gbagbo a rencontré les populations de Guitrozon. 10 ans en arrière, Guitrozon a été marqué par des conflits communautaires, destruction de biens publics, perte en vies humaines. Et les populations, en écoutant le message de Simone Neivé Gbagbo, se sont rendu compte qu'il fallait insister sur la paix, qu'il fallait véritablement promouvoir la réconciliation nationale. Il faut dire que Simone Neivé Gbagbo, au-delà de vendre son projet de société, a parlé de son vécu, de son incarcération jusqu'à sa sortie de prison, jusqu'à venir aujourd'hui se présenter comme une alternative démocratique. Ça a été vraiment un point fort de cette... Et même ce jour-là, il y a même des victimes qui étaient là, qui ont même témoigné qu'ils étaient prêts à pardonner. Voilà. D'accord, Jean-Marc Djadji, avant de passer de ce côté, Alexis Ouedraogo, vous allez rebondir dessus. Les points forts de la campagne que vous avez suivie. Alors, au niveau du RHDP, je vous en citerai 3. Tout premièrement, le recueillement du candidat Alassane Ouattara sur la tombe du premier président Félix Houphouët-Boigny, un moment d'une très grande intensité, vive d'émotion. Il priait vraiment pour que ce processus électoral soit des plus apaisés. Il a rencontré les chefs traditionnels, les rois et chefs traditionnels, qui ont porté, eux, le message à la nation tout entière. Non, on ne veut plus de violence dans ce pays. Que ce soit pour un scrutin ou pour toute autre chose, il faut qu'on sache se parler et laisser prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. 3e élément. Donc, 2e élément. Deuxième élément, c'est les 2 stades qui ont été faits de façon successive. Le samedi et le dimanche, emplis entièrement par des jeunes pour le samedi, entièrement par les femmes pour le dimanche, mais vraiment complet. Au stade Félix Houphouët-Boigny, justement. Et le message, c'est... On a travaillé, on a eu des résultats, les chiffres sont là, concrets, faites-nous confiance pour demain, parce que maintenant, c'est l'heure de pouvoir profiter pleinement des fruits de la croissance. Dernier point, la présence remarquable et distinguée de la Première Dame tout le long de cette campagne aux côtés de son époux, le chef de l'État. On l'a vu dans la caravane qui a paradé dans tout Abidjan pour le dernier jour de campagne. Le chef de l'État, bien sûr, qui l'a honoré lors de la rencontre avec les femmes par cette très belle image de ce baiser présidentiel qui est un message à l'endroit des familles, l'important aujourd'hui pour une nation de se bâtir sur une famille forte, solide, unie et soudée. Et vous, en tant que reporter, quand vous avez, pour ces 3 points que vous venez d'évoquer, dites-nous, vous avez parlé de femmes, il y a eu avant cela tous les militants au stade Félix Houphouët-Boigny, et qu'est-ce que vous tirez comme conclusion en tant que reporter? Quel est votre ressenti? Quelle est votre analyse, votre conclusion? Qu'est-ce que vous tirez comme analyse? Alors, moi, j'ai travaillé avec Mahama Traoré, mon binôme, sur... qui est de la rédaction des RTI exactement, aussi. Sur cette couverture. Et je dois dire, il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement touchée. C'est lors de à la fin de la rencontre avec les jeunes au stade Félix Houphouët-Boigny, il y avait un concert de prévu. Et lorsque le candidat a fini son allocution, il s'est assis, il a écouté 2-3 artistes, il s'est levé, il est parti pour que les jeunes puissent continuer à faire la fête. Et quand il sort du stade, il y a un mouvement aussi qui se fait, les jeunes partent.
Je dis, mais attends, il y a quand même de l'ambiance, on sait bien que les jeunes, ils aiment s'amuser et tout. Donc, j'en vois 2, 3, je dis, mais vous partez, il y a un concert. Non, on est juste venu écouter le candidat. Nous, aujourd'hui, on n'a plus le temps de danser, on veut écouter là où on va. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment marqué pendant cette tournée. Et puis après, Hamza va voir. Ah oui, Jean Madjagui, qu'est-ce qui vous a marqué toute cette semaine? C'est 2 semaines? C'est 2 semaines. 2 semaines de campagne intense. Durant ces 2 semaines de campagne intense, ce qui m'a marqué, c'est beaucoup les populations qui se sont rendues disponibles pour écouter les candidats en général et particulièrement aussi la candidate Simone Yves Gbagbo. On a senti au niveau des populations qu'ils avaient vraiment soif vraiment d'améliorer leurs conditions de vie. Ils avaient vraiment soif de se retrouver. Ils avaient vraiment soif d'écouter des messages d'amour, de paix. Il faut reconnaître aussi qu'au vu de ce besoin-là, la candidate Simone Yves Gbagbo a pu véhiculer son message avec une dose de spiritualité. Une dose de spiritualité où les populations se sont vraiment rendues, étaient vraiment dans le bain en fait. C'était vraiment dans le bain, ils voulaient vraiment... Les populations veulent un changement. Ils veulent une alternative. Ils veulent vraiment améliorer, écouter des messages qui pourraient leur permettre, des messages d'inclusion, des messages de développement qui pourraient leur permettre vraiment de s'inscrire et de contribuer au développement économique de la Et c'est ce que votre candidate leur a offert comme message? Oui, c'est ce que nous avons constaté. Et justement, et vous, de votre côté, M. Clément Boko, vous qui étiez avec la candidate Lagou Adjoua-Henriette, est-ce que vous avez observé une évolution dans le fil du discours? Bien sûr, bien sûr. Elle, à l'entame du lancement de son projet de société, elle a prôné la paix, la réconciliation. Elle a également parlé d'une économie inclusive, plus proche, axée sur les populations, sur leur travail, sur la valorisation du fruit de leur travail. Également, comme discours qu'elle a tenu aussi, c'est le retour aux sources. Parce qu'elle a estimé qu'en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, beaucoup de valeurs se perdaient, que les jeunes ne respectaient plus beaucoup les aînés, qu'il fallait rétablir l'ordre des choses et permettre à ce que la jeunesse puisse être beaucoup plus consciente. Et là où on a observé un changement, c'est beaucoup plus à Korogo. Là, elle s'est retrouvée vraiment en face d'un public essentiellement composé de femmes, parce que j'ai eu à le constater. Et là, elle a annoncé la création d'une banque de la femme le jour où elle serait au pouvoir. Et ça, c'est un discours qui a montré une évolution. Elle est certes restée fidèle à sa feuille de route, mais là, elle a fait une annonce un peu différente de ce qu'elle avait l'habitude de dire dans les autres meetings. Également aussi, à Mans, lorsque les populations ont évoqué l'épineux problème des conflits fonciers, elle a également dit qu'une fois au pouvoir, elle apporterait une solution définitive à ce problème. Est-ce qu'elle avait dit comment? Est-ce qu'elle a dit comment le problème aurait trouvé solution? Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle a donné l'assurance aux populations qu'une fois aux affaires, elle allait régler cette question-là pour de bon. Yafolo Dezahana, avant de revenir à vous, Marie-Laure Ngoran, et si, pour être plus juste... On va repartir du côté de Dabakala, retrouver Jean-Luc Gbagbo. Jean-Luc Gbagbo. Jean-Luc, si vous êtes avec nous, dites-nous quelle a été la tonalité de la campagne à votre niveau? Effectivement, nous avons suivi le candidat Jean-Luc Bion durant les 2 semaines de campagne. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que le candidat du Code a mené une campagne sereine, une campagne sans complexe. Partout où il est passé, Jean-Luc Bion s'est défini comme la meilleure alternative, l'alternative la plus crédible au pouvoir actuel. C'est d'abord à Koumassi qu'il a lancé sa campagne le 10 octobre dernier. Il a visité dans le district d'Abidjan, Cocody et Abobo. Il a été également à Dabo, à Agbaou, à Akopé, avant d'attaquer le pays profond, San Pedro, Korogo, Bouaké, où il a clôturé sa campagne. Même s'il a renoncé à
des parades, aux différentes parades dans ces différentes localités, Jean-Louis Bion a pu faire passer son message. Une nouvelle Côte d'Ivoire, une nouvelle génération à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est un candidat donc offensif et foncièrement sûr de son fait qui achevait ses meetings par une phrase qui est devenue célèbre au cours de la campagne. Permettez-moi d'aller au second tour avec le candidat Alassane Ouattara. Et Kolo Kolo, Fa Fa, je sors vainqueur. Entendez par là, en face à face avec le candidat du RHDP au second tour, Jean-Louis Bion remporterait l'élection. Les dés sont donc jetés et nous verrons si les électeurs donneront à Jean-Louis Bion cette opportunité de compétir à un second tour avec le candidat du RHDP ou un tout autre candidat. On saura davantage d'ici demain ou lundi, selon la commission électorale indépendante. On connaîtra les résultats provisoires. C'était donc notre reporter Jean-Luc Gbagbo. Que nous retrouverons encore certainement pour d'autres questions. Il va y répondre autant que ses collègues ici répondent à nos questions sur le plateau. On va revenir à Yafolo de Zahana. Yafolo de Zahana qui suivait le candidat indépendant Awa Donmelo. Alors, est-ce que vous, même question que nous avons posée à Clément Boko, est-ce que vous avez observé une évolution dans le fil du discours? Oui, il y a une évolution dans le discours du candidat. Il faut rappeler que le candidat indépendant Awa Donmelo a bâti sa campagne sur 3 axes majeurs, la souveraineté, le panafricanisme et la démocratie. Et c'est autour de ces 3 axes majeurs qu'il a proposé, enfin 42, qu'il a bâti 42 propositions sur lesquelles, à chaque ville parcourue, il essayait de convaincre les populations à voter pour lui autour de ces actes majeurs-là. Mais le discours qui primait pendant ces rencontres, c'était plus des propositions au niveau pour la jeunesse et les femmes, et également des propositions dans le sens de la transformation des matières premières de la Côte d'Ivoire. Le candidat se dévoile encore qu'aujourd'hui, en 2025, le pays n'est pas encore capable, selon lui, de transformer son cacao, alors que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Le pays n'est pas encore capable de transformer le café, le coton, la tomate. Et c'est ce discours qui a vraiment intéressé les populations qu'il a rencontrées durant ces 2 semaines de campagne. Et vous, en tant que reporter, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il ait choisi aussi d'aller dans les campagnes à la rencontre des populations villageoises. Il n'a pas fait de meetings dans les grands stades, il n'a pas fait de meetings dans de grandes villes. Il allait plutôt à la rencontre des populations villageoises. Est-ce qu'on peut aussi parler de proximité, autant que Jean-Marc Djadji l'a indiqué pour la candidate qu'il suivait? Est-ce que ça a été pour le candidat indépendant? La méthode. C'est ça sa méthode, la proximité, aller vraiment au cœur des réalités de ces populations-là, voir un peu dans quelles conditions ces populations-là vivent et qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution une fois élu président de la République. Et c'est ce qu'il a fait, la proximité avec ces populations-là. Moi, je vais m'intéresser, Hamza, au profil du public qui suivait chaque candidat. Je vais commencer par Alessi Ouedraogo. Quel est le profil du public qui suivait le plus les meetings de vos différents candidats? Alors moi, je dirais... C'est cela, votre question, Marie-Laure. C'est ça, les candidats qu'il suivait. Qu'il suivait. Ce n'est pas les candidats qui vous suivaient. Allez-y, Alexis. Écoutez, moi, je dirais très hétéroclite. Vous aviez des jeunes, des femmes, des hommes, des personnes d'âge très avancé. On en a vu avec des béquilles, des cannes. Vraiment, c'était un melting pot d'absolument tout. Voilà. Et vous aviez vraiment des personnes qui avaient soif de réponses. Je ne peux plus dénombrer le nombre de panels qu'il y a eu sur toute l'étendue du territoire avec les jeunesses, avec les jeunes entrepreneurs, avec les jeunes femmes. Et ça aussi, c'est un point intéressant de cette campagne, c'est que tout était très structuré et méthodique. C'est comme la carte a été prise et elle a été vraiment... il y a eu un maillage efficace afin que personne n'échappe à la bonne parole qui a été prêchée par le RHDP. Et que toutes les couches sociales soient prises en compte partout. OK. En ce qui concerne la campagne de Simone Yves Gbagbo, toutes les couches de la population, les couches sociales étaient présentes. Mais il faut dire que c'est beaucoup plus les jeunes et les femmes qui
qui était vraiment autour de la campagne de Simone Yvick Gbagbo. Les jeunes, aujourd'hui, il faut dire que la population ivoirienne, il y a plus de 40% aujourd'hui de jeunes qui ont moins de, je crois, de moins de 20 ans, de 35 ans. Et les jeunes aujourd'hui ont des problèmes. Voilà, il y a une problématique autour du chômage, il y a une problématique autour de l'emploi, il y a des problématiques au niveau de l'école, des problématiques autour de la formation. Et ces jeunes-là étaient là pour poser des questions, pour échanger avec la candidate sur ces points-là. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, la candidate a misé sur une campagne de proximité, une campagne où elle s'est plutôt rapprochée des communautés locales, des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, des élèves, des étudiants, pour pouvoir les écouter, les comprendre leurs problématiques et apporter des solutions, puisqu'elle était là, évidemment, pour vendre son projet de société à ces populations qui étaient là. Clément Boko, le profil? C'est pareil, hein. Partout où la candidate du GPP est passée, en tout cas, tous les âges sont sortis l'accueillir. Et ce qu'on a pu remarquer dans ce public-là, les femmes étaient vraiment nombreuses. Puisqu'on a eu le témoignage à Katiola, elle était partie juste marquer une escale pour saluer ses sœurs Potier Mangoro. Mais là, c'est une marée humaine de femmes sorties pour l'accueillir. Et vraiment, ce qui était censé être une escale de 15 minutes est devenu, après plus d'une heure, en compagnie des femmes. Et c'était vraiment magnifique. Yafolo Desana. Idem pour le candidat. Mon candidat Awa Dombello. On sait que la jeunesse constitue plus de 70% de la population ivoirienne. Alors, ce sont ces jeunes-là à qui il s'est principalement adressé. Et il y a une scène aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est à Bongouanou, où le candidat est arrivé pratiquement à 20h30 dans la ville. Mais les jeunes sont allés l'accueillir en moto, sur des motos, à l'entrée de la ville. C'est-à-dire qu'une fois, ils avaient soif à écouter son programme de société. On part maintenant pour Wabengourou. Oui, dans l'indénué du Ablin, et on va retrouver notre reporter Herman. Voilà, pour voir comment se déroule la nuit électorale. Et comment ça s'est passé, Herman Niamien, à la fermeture des bureaux de vote? Alors, bonsoir Mza, bonsoir Marie-Laure. Nous sommes présentement au groupe scolaire Château d'eau d'Abengourou. C'est d'ailleurs l'un des plus grands centres de la ville qui totalise 11 bureaux de vote. Alors effectivement, depuis 18h, tous les bureaux de vote ont fermé et l'heure est au dépouillement. Présentement, nous nous trouvons devant le bureau de vote numéro 8 où l'opération de dépouillement vient de s'achever. Alors, il faut dire que le scrutin s'est déroulé dans le calme. D'ailleurs, ici, dans l'indénié du Ablin, aucun incident n'a été enregistré. Merci. Alors, concernant le taux de participation, nous ne pouvons pas avancer les chiffres, mais il faut tout de même dire qu'il y a eu de l'engouement dans tous les bureaux de vote où nous sommes passés. Voilà, Hamza, on va aussi rejoindre Khalil Diomandé. Khalil Diomandé. Herman Niamien, vous avez encore quelque chose à nous dire? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, l'image que vous retenez de cette journée de vote? Je pense que Herman Niamien nous a quittés. Ah, il nous a quittés. On a perdu la connexion. Certainement. Mais je pense qu'on a Khalil Diomandé. Voilà, je pense que la connexion. Depuis Doropo, Khalil Depuis Doropo. Khalil, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Marie Longoran, bonsoir Hamza Diaby. Très heureux de vous avoir par la magie de la technique. Ici à Doropo, où je me trouve en ce moment, les bureaux de vote ont refermé leurs portes aux alentours de 18h15 dans une ambiance plutôt paisible. Les populations qui ont voulu s'acquitter de leurs devoirs civiques ont pu le faire au cours de la journée sans aucun trouble. Oui, voilà. Allez-y, poursuivez. Non, pas du tout. Nous n'avons pas constaté de retard. En revanche, de nombreux bureaux de vote ont rencontré des difficultés techniques. Les tablettes ne fonctionnaient pas. Les agents de la commission électorale indépendante ont dû recourir à la méthode manuelle, ce qui a eu un incident sur la rapidité du processus. Les populations ont-elles réagi à la clôture? Oui, les dépouillements se poursuivent en ce moment, mais souffrez que je ne puisse vous donner les tendances au risque de subir le courroux de la commission électorale indépendante. Toutefois, le taux de participation ici à Doropo est pour l'heure estimé à plus de 60%. Merci beaucoup. Écoutez, Marie Diaby, ce qui m'a particulièrement marqué au cours de cette journée, c'est la maturité démocratique des populations du Bunkani. L'ambiance était conviviale, comme j'ai eu à le souligner tout au long de notre entretien.
pas de propos acerbes ou de discours de haine. Et ma foi, c'est ce qui mérite véritablement d'être prôné dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Khalil Diomandé. Il y avait des problèmes de connexion. Le public ne nous entendait pas, nous, mais lui, Khalil Diomandé, il nous entendait très bien. Il répondait effectivement aux questions que nous lui posions. Et si nous faisions un tour à la commission électorale à Abidjan? Depuis de repos, on rentre à Abidjan. Oui, et puis on va retrouver sur place Fatou Fofana. Fatou Fofana, camarade donc, qui a pu interroger le monsieur Ebrotier. Oui. C'est cela, Fatou? Allez-y, Fatou. Bonsoir Hamza Diaby, bonsoir à tous. Nous sommes en direct du siège de la Commission électorale indépendante CEI, au cœur d'un moment important de ce processus électoral. Et comme vous l'avez dit tantôt, effectivement, se sont ouvertes les étapes techniques et stratégiques d'après-vote. Ces opérations sont bien souvent invisibles, absolument fondamentales. Elles garantissent la transparence, la fiabilité et la légitimité de l'expression populaire. Le citoyen se pose bien des questions. Et à mes côtés ce soir, monsieur Émile Ebrotier, il est le porte-parole de la Commission électorale indépendante. Bonsoir, monsieur Ebrotier. Bonsoir. Merci de répondre à nos préoccupations. Nous savons que cette phase en cours ici ce soir mobilise des équipes d'experts, des outils rigoureux et une vigilance à chaque instant. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît? Vous savez, le scrutin a commencé depuis ce matin à 8 h et il a pris fin à 18 h. Depuis ces dernières heures, le dépouillement a commencé dans les différents bureaux. Et donc après le dépouillement et après la proclamation dans les différents bureaux, les urnes sont convoyées à la commission locale pour la computation. Et fort de ce qui va prévaloir par la suite, ces résultats nous sont transmis. Et à ce niveau-là, le porte-parole que je suis donne lecture département par département. Il est bien entendu qu'après la lecture, c'est monsieur le président de la commission qui donne les résultats provisoires. Les résultats provisoires qui sont transmis à la commission, au Conseil constitutionnel, qui, à son tour, donne les résultats définitifs. Et puis par la suite, va s'ouvrir la période du contentieux, si contentieux il y a. Vous avez employé le terme computation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'il veut dire? Computation, ça veut dire que quand une fois qu'on a déjà dans les bureaux de vote fait le dépouillement, qu'on a compté, on fait faire la computation, c'est la somme de tout ce qui a été compté. Alors, monsieur le porte-parole, qu'est-ce qui garantit la fiabilité du processus, de l'acheminement des résultats des différents bureaux de vote jusqu'à la computation, comme vous le dites? Qu'est-ce qui garantit la fiabilité de tout ce processus-là? Écoutez, d'abord les urnes sont scellées et par la suite le convoyage se fait avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Donc toute chose qui garantit la transparence. Et en plus, au moment de la computation, les représentants des candidats avec leur PV sont présents. Donc ce qui a prévalu dans le bureau de vote ne peut pas être autrement que ce qui va être au moment de la computation. D'accord, vous avez parlé de fiabilité. On va maintenant introduire un nouvel aspect. On parle de rapidité. Le président de la commission électorale le disait tout à l'heure, c'est, on va dire, un peu une nouveauté, du fait que les résultats seront plus rapidement disponibles. Oui, vous savez, la loi nous permet de donner les résultats 5 jours après le scrutin. Mais depuis que nous sommes aux affaires, nous n'avons jamais donné des résultats au-delà de 2 jours. Et monsieur le Président, tout à l'heure sur votre chaîne, le disait bien, qu'au plus tard le lundi, sinon au mieux demain dimanche, vous aurez les résultats. C'est l'effort de toute une équipe qui est dans l'abnégation pour pouvoir permettre aux Ivoiriens d'avoir des résultats le plus tôt possible. Parce que vous savez que tant que les résultats mettent du temps, il y a la suspicion qui s'installe. Et pour éviter cette suspicion, nous sommes donné les moyens pour pouvoir donner les résultats dans les plus brefs délais. Merci, monsieur Émile Ebrotier, porte-parole de la Commission électorale indépendante. Des résultats qui vous seront donc donnés dans les plus brefs délais. La RTI reste sur place pour vous les transmettre, bien sûr.
Fatou Fofana Camara, en direct donc de la commission électorale indépendante à Cocody. Fatou Fofana que nous retrouverons probablement dans le courant de cette nuit électorale. Alors, Marie-Laure? Oui, Hamza Diaby, justement, je rappelle que nous sommes en compagnie de nos reporters, mais il n'y a pas que. Après eux, on recevra les représentants des candidats, des 5 candidats en liste. Et puis, voilà, vous restez avec nous pour cette grande nuit électorale parce que nous aurons aussi comment les Ivoiriens s'expriment sur les réseaux sociaux et ce sera en compagnie de notre expert du digital au sein de la rédaction de RTI1, Frédéric Korebi. Mais pour l'heure, nous rendons l'antenne maintenant à Abdoulaye Koné pour le journal et on revient tout à l'heure.